L'actualité internationale des 7 derniers jours, c'est comme chaque vendredi, une semaine dans le monde. Bienvenue à vous qui nous rejoignez avec aujourd'hui à mes côtés Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonjour. Avec Marie-Roger Biloa, présidente directrice générale d'Africa International Media Group. Bonjour Marie-Roger. Bonjour. Avec également Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, partenaire d'une semaine dans le monde. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Raphaël. Et Laure Simoès de Cartooning for Peace sera avec nous à la fin de cette émission. Cette semaine, la pandémie de coronavirus connaît une brusque accélération avec désormais 150 millions de personnes atteintes à travers la planète, 6 millions de cas supplémentaires pour ces seuls 7 derniers jours, pour la moitié en provenance d'Inde où les données s'emballent. Sur ces seules dernières 24 heures, ce sont 385 000 nouvelles contaminations et près de 3 500 décès. Voilà ce qu'en dit le directeur général de l'OMS. C'est la nouvelle, vous le voyez, de nombreux pays connaissent encore une transmission intense et la situation en Inde est plus que déchirante. C'est la nouvelle urgence sanitaire mondiale, Marie-Roger Biloa. Et oui, c'est un bien malin qui peut formuler des positions définitives sur l'évolution de cette pandémie, même sur le plan local ou national. Et les connaissances qu'on a acquises au cours d'une année ne semblent même pas pouvoir nous fixer sur la durée de l'efficacité des vaccins, ou même de la durée de l'immunité suite à une contamination. Le président Macron l'a reconnu. Et ça, je crois que c'est très préoccupant. On se dit, ça va durer encore quelques années. Et le cas de l'Inde, justement, il sanctionne à la fois les choix de santé publique effectués depuis des décennies et aussi la politisation à outrance d'un problème sanitaire. Et la presse indienne est très, très sévère sur le choix de l'élitisme. Elle accuse le pays de manière générale, pas seulement le gouvernement actuel, d'avoir choisi l'élitisme sanitaire. C'est-à-dire, à un moment donné, au moment où ça a été libéralisé, le secteur a été libéralisé dans les années 90, on a misé sur la privatisation de ce secteur, finalement, avec des hôpitaux de pointe. On sait que les médecins indiens sont parmi les meilleurs au monde. Et même l'Inde est considérée comme la pharmacie du monde avec tout ce qu'ils ont comme brevet, et même sur les vaccins, etc. Et on a abandonné un peu le secteur, la santé publique, j'allais dire générale, et qui est paupérisé. On parlait les mots sont absolument violents, et où on a laissé donc cette partie vraiment aller à la dérive. Et aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a pas moyen, on ne peut pas, et ça c'est intéressant aussi parce que les pays africains, beaucoup de pays africains vont dans ce sens. À chaque fois qu'on parle de santé publique, les hôpitaux, ça ne va pas, etc., on vous dit on a fait un hôpital de référence. Alors on mise sur ces hôpitaux de dernier cri et qui sont inaccessibles pour le commun des mortels. Et donc ça ne règle pas le problème de santé publique. Et le cas de l'Inde montre qu'on ne peut pas faire l'impasse sur un système global généralisé pour tout le monde, parce que même les riches aujourd'hui, ils n'ont pas d'oxygène et ils ont aussi des victimes dans leur camp. Voilà, donc ça, c'est une critique qu'on a fait très très fort au régime actuel. Ziad Limam, c'est la rencontre d'un variant, le désormais fameux variant indien, son nom de code B1617, dont on suppose une contagiosité accrue, et d'un pays d'1,3 milliard d'habitants qui vivent parfois dans des conditions de promiscuité et sanitaires très dégradées, comme par exemple à Calcutta, où plus d'un test PCR sur 2 donne aujourd'hui une réponse positive au virus. Alors, il y a un mystère sur est-ce que c'est le variant indien lui-même ou le variant anglais qui a généré le début de la vague, cette poussée très forte, très brutale, après des mois d'accalmie. Il y a eu aussi des élections très importantes dans certains États, ou avec des rassemblements, des grands moments de fêtes religieuses, avec des centaines de milliers... Enfin, la pure taille de l'Inde provoque ce type de lame de fond. Et donc, il y a quand même une faillite du pouvoir politique, moi je pense. C'est-à-dire qu'on a lâché
la bride en pensant le discours officiel, c'était on a gagné, on a vaincu, on va faire les vaccins, on est très puissant. Parce qu'on était sorti de la première vague, voilà, finalement, sans casse pour un pays. On va faire les élections et on se rend compte quand même qu'il y a quand même une typologie de ces régimes un peu autoritaires, parce que l'Inde, dont on dit qu'elle est la plus grande démocratie du monde, elle a aussi tendance à devenir la plus grande démocrature du monde à vitesse accélérée, en particulier même sur le plan religieux, avec un hindouisme très militant. Mais bon, c'est la même chose au Brésil, avec un président autoritaire d'extrême droite qui dit qu'il n'y a pas de maladie. Enfin, et tous ces pays ont des structures démographiques urbaines explosives. C'est pour ça que aujourd'hui, en fait, on a cette espèce de bulle qui est en train de se créer petit à petit entre l'Europe, les États-Unis et une partie de l'Asie, avec l'Australie, le Japon, etc. On sent qu'il y a une maîtrise qui se met petit à petit en place. Et on a ces immenses champs de prolifération du virus, qui sont l'Amérique du Sud, le continent indien et le mystère africain. C'est-à-dire cette Afrique qui est au milieu, qui, pour le moment, elle a plus de cas dans cette deuxième vague que lors de la première vague, mais on n'est pas dans une situation à l'indienne. Mais tous les épidémiologistes se disent, si jamais on devait basculer dans quelque chose du même rythme qu'en Inde, on serait dans le même type de catastrophe en Afrique. On va évoquer le cas africain dans un instant, mais Jean-Christophe Ploquin, dans la course mondiale entre les variants et le vaccin, l'Inde, ça pourrait être effectivement le maillon faible, l'angle mort, le pays par lequel finalement le variant et donc le virus parvient à prendre l'ascendant sur ces pays qui vaccinent de plus en plus, mais on le voit en Inde, on manque de doses, comme c'est le cas d'ailleurs par exemple dans un autre pays qui souffre particulièrement de l'accélération d'un autre variant, c'est le Brésil. Oui, et d'ailleurs, ce sont deux États qui sont organisés selon des structures très fédérales. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons, finalement, de la difficulté que viennent d'évoquer les deux précédents interlocuteurs. C'est vrai que l'Inde est un pays qui n'est pas centralisé. New Delhi, par exemple, est contrôlé par un parti qui n'est pas celui qui est au pouvoir au niveau fédéral. Et donc, on peut penser que cette difficulté à coordonner finalement les efforts d'un État à l'autre et d'un État à l'autre avec le niveau fédéral fait partie aussi des difficultés rencontrées par ce pays. Et pour le Brésil, c'est exactement la même chose. C'est vraiment un pays aussi où les États régionaux, les États fédérés ont un très grand poids. Et pour mémoire, en Allemagne aussi, État fédéral extrêmement développé en Europe, le débat récemment a porté sur la coordination finalement des politiques entre les États fédérés, les Länder, et puis l'État fédéral, parce que finalement le fait qu'il y ait des différences de stratégie d'un État à l'autre, d'une région à l'autre, on va dire, ne permettait pas d'être pleinement efficace dans la lutte contre la pandémie. Et donc, il y a un petit retour de bâton. C'est vrai que l'année dernière, l'Allemagne, par exemple, était plutôt portée au pinacle et on avait le sentiment qu'elle avait un système de santé plus près du terrain et du coup plus efficace. Et aujourd'hui, c'est pas pour donner des leçons et ni dire qu'il y a un modèle qui est meilleur que l'autre, c'est surtout constater combien il est difficile de lutter contre cette pandémie, difficile et comme c'est vrai de rentrer un peu dans cette idée qu'après la première vague, il y en a une deuxième, il y en a une troisième, il y en aura, on parle déjà d'une quatrième en France pour cet été ou pour septembre. Donc il faut qu'on rentre un petit peu dans cette logique et dans cette prévention, à la fois une action aujourd'hui maintenant contre la vague actuelle, mais déjà se mettre en situation de prévenir, d'atténuer la vague suivante. Et à l'échelle d'un pays comme l'Inde, c'est effectivement gigantesque. Et juste un petit mot pour regarder sur le grand géant démographique voisin qu'est la Chine. Et là, effectivement, on constate à nouveau combien, d'une façon très autoritaire, d'une façon très radicale, d'une façon très fliquée, on va dire. Et très centralisée. Très centralisée, mais aussi fliquée, quoi. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un cas qui apparaît aujourd'hui en Chine, c'est vraiment tout un quartier qui est bouclé. Les gens ne sortent plus de chez eux, ils sont surveillés constamment à l'aide de leur smartphone. Ils reçoivent des instructions sur leur smartphone, il ne faut surtout pas qu'ils dérogent. Mais du coup, la pandémie est totalement maîtrisée en Chine. Et donc, on voit bien là la difficulté pour des pays qui sont beaucoup moins organisés et qui sont gigantesques à l'échelle de l'Inde.
Le risque, Marie-Roger Biloa, c'est comme l'a dit Ziad Limam, l'Afrique, quand on sait, alors pour l'instant, effectivement, continent relativement épargné, à l'exception notable, bien sûr, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et de l'Algérie, et de la Tunisie, bien sûr, quand on sait que, par ailleurs, pour ce qui est des vaccins, eh bien, l'Alliance mondiale COVAX, qui fournit, en gros, 92 pays pauvres à travers la planète, pour l'heure, ne fournit que un vaccin sur les 20, qu'une dose de vaccin sur les 20 inoculés à travers le monde. On est très très loin finalement de la capacité aujourd'hui de vacciner un continent pour le préparer justement à cette hypothèse. Vous savez, aujourd'hui même l'efficacité des vaccins est remise en question. Et donc, je suis très d'accord avec Ziad lorsqu'il dit le mystère africain. Alors, c'est un mystère déjà parce qu'on s'est dit pourquoi l'Afrique n'est pas aussi touchée, mais en même temps aussi, on ne sait pas si elle va être épargnée jusqu'au bout. On ne sait pas. Parce qu'on a vu des pays qui avaient été extrêmement frappés. Je pense à des villes comme Manaus au Brésil, où le Covid avait fait des victimes de manière très, très répandue, etc. Et on s'est dit, bon, il y a une espèce d'immunité collective. C'est-à-dire, on cherche des raisons. On s'est dit, il y a sûrement quelque chose qui les protège. En Afrique aussi, on a fait une liste de choses. Peut-être que, on ne sait pas. Mais on a vu une deuxième vague qui était très, très forte. Moi, j'ai vu, par exemple, au Cameroun, lorsque vous êtes à l'endroit et vous connaissez 10, 15 personnes qui meurent du Covid, c'est plus des statistiques. Enfin, on ne sait pas comment c'est mené, mais ça devient sérieux. Et comme on ne sait pas comment évolue cette maladie, c'est vraiment une chose on ne sait pas comment elle évolue. L'Inde s'en est sortie l'année dernière. Vous voyez, voilà, ils ont fait un confinement brutal, donc qui a fait beaucoup de casse parmi les gens les plus défavorisés. Mais bon, mais on s'est dit, ils ont maîtrisé la situation. On a vu ça en Allemagne, on s'est dit, ils maîtrisent, mais on maîtrise rien du tout. Après, on a même les deuxièmes vagues qui sont encore plus fortes. Alors peut-être que les troisièmes sont encore plus fortes. Et dans ce cas, que va devenir l'Afrique ? On ne sait pas comment ça va réagir. Vraiment, c'est quelque chose qui intellectuellement est très très dur à saisir. Et voilà, il y a des petites choses. Oui, là où il y a beaucoup de monde, voilà, il y a des risques. Mais bon, les villes africaines aussi, elles sont. Il y a des villes où il y a beaucoup de population, etc. Vraiment, je vous dis, on ne sait pas, et l'Afrique n'a pas à se considérer comme tirée d'affaire. Ziad Limam, dans ces conditions, et alors même que 5 cas de variants indiens ont déjà été détectés en France, la France, Emmanuel Macron, a-t-il raison de vouloir pousser le calendrier de déconfinement, de donner d'ores et déjà des dates et de sembler vouloir aller vers une perspective de levée totale des restrictions d'ici la fin juin, progressive certes, puisque ça commence début mai? Je pense qu'il y a un relatif consensus, y compris chez pas tous les épidémiologistes, mais une grande partie des épidémiologistes, pour dire qu'il y a un reflux de l'épidémie en France. C'est pas encore spectaculaire, mais ça reflue. On est sur un plateau en termes de cas quotidiens. Oui, mais on est dans plutôt, voilà, et puis le nombre de départements rouges, le nombre de départements oranges, tous ces calculs, etc. Donc, on a la deuxième donnée qui est que les gens vont péter un câble. Littéralement, je pense que c'est pas de l'épidémiologie, mais on le sent dans la vie publique, dans les entreprises. Le fameux travail à distance qui est supposé régler tous les problèmes, c'est une source de plus en plus de désorganisation, de chaos généralisé, de rupture de chaînes de fonctionnement, etc. On a des débats infinis sur les vaccinations. Donc on sent que les pays ont besoin, même si ça va durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a besoin de ces phases de décompression. Je pense qu'on est tout le monde est à peu près d'accord sur ce calendrier, parce que l'été dernier, en fait, on était dans la même situation. Il n'y avait pas tant d'infections que ça. Le vrai débat, c'est sur les seuils d'alerte. J'entendais l'épidémiologiste Flao, fait plutôt partie des... Genève, oui. Oui, et puis qui est plutôt un conservateur, c'est-à-dire qui pense qu'il faut serrer beaucoup plus l'épidémie. Il dit on est à peu près d'accord sur ce module de déconfinement, mais... de dire que le bouton d'alerte, c'est 400 cas pour 100 000 habitants, ça, c'est pas normal. Oui. Il faut absolument qu'en Europe, et aux États-Unis en particulier, dans les pays qui veulent avoir cette vie avec le virus... C'est 100 cas en Allemagne, c'est 100 cas pour 100 000 habitants en Allemagne. Il faut absolument arriver à descendre ce chiffre comme seuil d'alerte avec les contraintes que ça pose. Et je ne sais pas si on est prêt à accepter cette donnée-là.
Ça veut dire maintenir des zones du territoire confinées tant qu'on sera au-delà de ce seuil de 400 pour 100 000 habitants. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne pense pas que ça soit tenable. Vous ne pouvez pas demander à des départements d'être confinés, à des départements d'aller sur les terrasses et d'aller boire un verre. Soit il faut interdire les trains, il faut interdire les avions, il faut remettre les frontières internes. Mais sinon, ça ne marche pas. C'est impossible que ça marche. Jean-Christophe Ploquin, on touche là aux limites. Le seuil de tolérance vis-à-vis du confinement est dépassé ici en France. D'après vous, on pourrait assister à des mouvements comparables à ce qu'on a vu aux Pays-Bas, par exemple, ou en Allemagne, avec des manifestations contre le confinement et littéralement désobéissance civile. Déjà, il faut remarquer qu'ils n'ont pas eu lieu en France. Donc, c'est quand même assez curieux parce que la France est quand même un pays où les gens descendent dans la rue pour de très nombreuses occasions. Et là, ça n'a pas été le cas, alors qu'effectivement, ça a provoqué des mouvements importants en Allemagne et aux Pays-Bas, notamment, comme vous le signaliez. Moi, je pense que d'abord, il fallait redonner de l'espoir aux gens. Je pense que c'est vraiment ces termes-là, redonner un horizon, permettre aux gens de s'imaginer à nouveau allant au concert, ayant une vie sociale, rendant visite à des amis. Donc, il fallait redonner un peu ce bol d'oxygène mental, en quelque sorte. Et en même temps, justement, il me semble que les éléments de précaution sont quand même là. Alors, ce critère, effectivement, de 400 pour 100 000 est important. Il est sans doute trop élevé. Mais le président Macron a bien dit, si ça dérape, eh bien, il faudra reconfiner. Moi, je pense que la façon de faire assez décentralisée et qui tient compte des divergences, des différences entre les départements et les régions, elle est vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des régions en France aujourd'hui, et déjà pratiquement depuis toute l'année 2021, qui sont vraiment relativement épargnées par rapport à d'autres où les taux de contamination sont très importants. Et donc, vous ne pouvez pas maintenir sur cloche tout un pays et encore moins maintenir des régions où finalement la circulation est relativement faible. Donc, il faut garder cette finesse, je dirais, d'appréciation et de mesure, et puis espérer, et je pense qu'on voit bien que de plus en plus de Français sont désireux de se faire vacciner. La pression pour abaisser le niveau d'âge était très forte, et donc le président Macron a annoncé de nouvelles mesures aujourd'hui. Donc voilà, il y a une aspiration, je pense y compris chez les jeunes qui veulent aller au concert, participer à des festivals pendant l'été. Je pense que l'incitation à aller se faire vacciner va être très forte. Donc voilà, c'est ce mouvement-là, donner de l'espoir, vacciner beaucoup et un peu croiser les doigts quand même. Et on va continuer à croiser les doigts. Restez avec nous, on se retrouve dans 2 minutes pour la suite d'une semaine dans le monde. Et retour à l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Une semaine dans le monde avec toujours à mes côtés aujourd'hui Ziad Limam, avec également Marie-Roger Biloa et Jean-Christophe Ploquin. Cette semaine, le Tchad s'est enfoncé un peu plus dans la crise ouverte, voilà 10 jours par la mort du président Idriss Déby, tué au combat d'après la thèse officielle alors qu'il tentait de repousser une offensive rebelle. Depuis, c'est son fils qui, à la tête d'un conseil militaire de transition, occupe le sommet du pouvoir alors que les affrontements se poursuivent dans l'ouest du Tchad, le tout sur fond de manifestations contre la junte. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a déploré vendredi l'usage apparemment disproportionné de la force contre les manifestants. Une mission de l'Union africaine est à N'Djamena pour examiner les stratégies qui visent à faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique. Ça va prendre du temps, Marie-Roger Biloa? Oui, ça va prendre un peu de temps parce que il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de préalables. Il y a le fait que les Tchadiens doivent arriver à un certain niveau de réconciliation qui est pour le moment, malgré la bonne volonté qu'on voit ici et là, quand même, il faut le signaler, et il faut quand même le signaler, et que les Tchadiens veulent beaucoup ce qu'on a vu, malgré l'émotion, voilà, la mort violente de Déby a touché même ses ennemis, même ses adversaires. Mais on a vu immédiatement que les jeunes sont descendus dans la rue et ils ont bravé la police et les forces armées parce que c'est une ouverture actuellement pour un vrai changement.
et ils ne veulent pas louper ce moment. Et il faudra à un moment donné arriver à quelque chose d'acceptable, même si déjà, je dirais, il faut regretter cette tendance qu'on a vue maintenant de plus en plus en Afrique, où la tendance à considérer comme plus acceptable que le fils succède au père, comme on a vu pour Kabila et Yadema, et maintenant Déby ou Ali Bongo, une catastrophe au Gabon. Donc, personne n'a vraiment discuté de ça. On a parlé surtout du viol de la Constitution, puisque c'est pas lui qui devait prendre le pouvoir. Mais je crois que cette succession dynastique est de plus en plus rejetée. Et donc, il faudra trouver une solution qui tienne compte de cette volonté populaire de ne plus continuer avec un Déby. Ziad Limam, le G5 et avec lui la France ont-ils raison de vouloir serrer les rangs autour du pouvoir tchadien et de la junte militaire au motif que la stabilité et donc la sécurité dans la région est un impératif primordial? On pourrait utiliser la même phrase et dire les pays de la région et la France ont tout intérêt à agir pour la stabilité du Tchad. Et on enlève le mot junte, parce que je pense que la vraie clé, c'est la stabilité du Tchad. C'est-à-dire le pays c'est l'avant-garde sur le plan militaire dans la région, avec une immense frontière avec le Niger, une immense frontière avec la République centrafricaine, avec le Cameroun, avec le Nigeria, avec le Soudan, des troupes relativement aguerries dont on ne sait pas trop si elles vont tenir et rester ensemble. Donc on voit bien l'enjeu vraiment massif pour toute la région en termes de stabilité et en termes de lutte contre les groupes djihadistes, contre la criminalité transfrontalière. Et voilà, et le Tchad est un acteur central, et Déby était un acteur central parce que lui, en tant qu'homme fort, voilà, c'est la théorie de l'homme fort, était capable de gérer, soit par la violence, soit par le patrimoine, soit par ses talents politiques, était capable de gérer les contradictions internes. Ce qui est très spectaculaire, c'est qu'on s'aperçoit que ces hommes forts, en fait, ils gèrent les contradictions internes, mais ils ne résolvent pas les problèmes de ces contradictions internes. Et donc, quand ils viennent à disparaître ou quand ils veulent quitter le pouvoir, on rentre dans cette espèce de vide intersidéral où les institutions n'existent pas, où les problèmes d'ethnie, de clans, de régions ressurgissent parce qu'en fait, on n'a pas réglé les problèmes de fond. Et je pense que on se rappelle de ce que disait le fameux discours de Barack Obama à Accra en 2009, je crois, quand il parlait d'une Afrique qui a besoin d'institutions fortes et pas d'hommes forts. Je pense que c'est une vraie discussion qui est toujours d'actualité. Pourquoi, au Tchad, on n'a pas mis en place les éléments de la transition constitutionnelle? Le fils aurait pu se présenter après tout, ou je ne sais quel, parce qu'au fond, on n'a pas ces institutions. On n'a pas ce socle commun sur lequel on est d'accord pour compétir pour le pouvoir. Et ça, c'est une vraie discussion. La démocratie au Tchad aujourd'hui, c'est un risque, Jean-Christophe Ploquin, quand on voit qu'un pays proche, le Burkina Faso, est en train de sombrer dans la violence à la suite précisément du départ d'un autre homme fort, Blaise Compaoré. Ziad Limam a utilisé un terme important, effectivement, c'est celui de stabilité. Et la stabilité, si elle est source d'une paix relative, d'un développement relatif du pays, c'est quelque chose de précieux. C'est-à-dire que l'inverse, si c'est la guerre civile, évidemment qu'il vaut mieux une stabilité, même si elle est verrouillée, qu'une guerre civile qui va déchirer un pays, jeter des centaines de milliers de personnes dans l'exode, l'exil et la pauvreté. Et donc c'est toute la difficulté, effectivement, par rapport au Tchad notamment. C'est vrai que ça paraît totalement inacceptable de se dire qu'un chef d'État qui était là depuis déjà si longtemps, qui allait entamer son 6e mandat, et ce serait son fils qui lui succéderait simplement parce que c'est son fils, quoi, et que son père l'avait mis à la tête de la garde présidentielle. Donc c'est absolument injuste et ce n'est pas conforme effectivement à ce qu'on peut attendre dans un pays qui s'appuierait sur la démocratie. Le Tchad n'est pas un pays démocratique, ça c'est certain. Et l'enjeu pour la population, je pense qu'effectivement, c'est celui de la stabilité.
En ce qui concerne la France, elle est effectivement dans une situation totalement inconfortable parce que décemment, elle ne peut pas justifier cette transition prévue pour 18 mois dans un flou total quant aux procédures, un petit peu de consultation des autres forces politiques. C'est pas conforme à ce que la France et Emmanuel Macron avaient expliqué, notamment lors de son discours de Ouagadougou. Mais en même temps, l'enjeu de la stabilité est très fort. Et pour la France, en fait, elle résonne principalement sur les enjeux géostratégiques. Et pour elle, la priorité, effectivement, c'est de maintenir la stabilité non seulement du Tchad, mais de tout le dispositif Barkhane et le dispositif G5 Sahel pour continuer la lutte contre les djihadistes. Et dans un contexte où les frontières avec la Libye, puisque le Tchad a aussi une longue frontière avec la Libye, où il y a des mercenaires, on estime qu'il y a plus de 20 000 mercenaires étrangers aujourd'hui en Libye, dont plus de 10 000, 12 000 Syriens amenés par la Turquie ces derniers mois. Et donc, c'est tout cet enjeu aussi de la sécurité au sud de la Libye, au Tchad et au sud dans le G5 Sahel avec ces mercenaires qui peuvent s'engouffrer dans la brèche provoquée par la mort de Idriss Déby. Donc, c'est vraiment une équation effectivement très très compliquée pour la France, mais surtout pour les Tchadiens. Ziad Limam, juste un petit mot. On n'est pas non plus dans la naïveté, c'est-à-dire qu'on ne demande pas qu'on passe à la démocratie finlandaise. On n'est pas dans ce registre-là. On sait très bien, comme disait M. Ploquin, qu'il y a des réalités de terrain ou des réalités culturelles ou sociales dans chaque pays qui peuvent faire en sorte. Mais on a besoin d'une progression constante sur le plan institutionnel et démocratique parce que c'est absolument consubstantiel à l'émergence économique. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et cette construction, elle doit être une exigence et c'est pour ça que ces jeunes descendent dans la rue. Parce que s'ils avaient l'impression qu'on augmentait de 5%, 10% chaque année, 20%, il y aurait moins de tensions internes. Donner des perspectives démocratiques, de gouvernance. Cette semaine, enfin, Joe Biden a livré, lui, son premier discours au Congrès des États-Unis, 100 jours après son entrée à la Maison-Blanche, un symbole. L'image a été abondamment exploitée depuis Roosevelt, sauf que là, le parallèle est bien dans toutes les têtes, celle des journalistes du moins. On ne compte plus le nombre d'articles de presse qui, pour évoquer à Biden, font référence au New Deal de son célèbre et lointain prédécesseur. Écoutez. Après seulement 100 jours, je peux le dire à tout le pays. L'Amérique va de nouveau de l'avant. Nous travaillons à nouveau, nous rêvons à nouveau, découvrons à nouveau et menons le monde à nouveau. Marie-Roger Bilois, c'est la surprise du chef Joe Biden pour ceux qui attendaient le président d'un seul mandat, vieillissant, certains disaient même pas forcément en capacité d'exercer. Ben oui, Sleepy Joe était une belle surprise, Sleepy Joe. Je veux dire, il a été réveillé, fouetté, je dirais, par Trump. C'est-à-dire, il a été complètement désinhibé. On a vu, on peut imaginer que le Biden aujourd'hui, succédant à quelqu'un d'autre que Trump, n'aurait pas la même énergie. Il y a eu quelque chose de décuplé dans la volonté d'avoir des résultats, de faire différemment, de revenir à cette impasse et de faire oublier l'impasse de celui qu'il appelait le clown. Bon, et on a dit beaucoup de choses aussi sur le grand plan de relance, etc. Moi, j'aimerais insister sur ce qui me semble être la grande histoire de Biden. Ce sera sans doute son courage réformateur sur les questions raciales. Et il a une histoire, on l'a dit de temps en temps, mais je pense que ça va être très très fort parce que il y a des choses très très encroûtées aux États-Unis sur la violence policière ou même les inégalités raciales. On s'est habitué à ça en fait. On se dit que ça peut pas vraiment changer et que voilà, peut-être sûrement pas de nos vivants, mais on voit en peu de temps ce qu'il a réussi à faire. Je parle de Kamala Harris qui est déjà une femme. Vice-présidente. Il y a même son équipe avec laquelle il s'est entouré. Et aussi le courage de nommer les choses. C'est l'un des premiers présidents qui parle de racisme systémique, parce que on a même tendance aux États-Unis à nier la question. Voilà. Donc il aborde tout ça de face. Et on parlait de lui, on le compare parfois
à LBJ, à Lyndon Johnson, notamment pour les réformes. Et effectivement, je trouve que sur cette question précise, la comparaison est vraiment pertinente parce que on se souvient de Kennedy qui a aussi eu des ouvertures. Et il y avait surtout l'histoire de James Meredith, cet étudiant noir qui n'arrivait pas à entrer à l'université parce que dans le sud profond on s'y opposait et qui a envoyé la garde. Mais sur le fond, le voter right, comment ils appelaient ça, le Voting Rights Act, ça a été l'œuvre de Johnson. Et quand on parle aux Afro-Américains, ils vous disent celui qui a vraiment changé les choses pour nous, pour les droits civiques, c'est Johnson. Et on a ce qui se présente aujourd'hui. On pense que Biden va vraiment pousser les choses et l'histoire le procès de George Floyd, enfin de Derek Chauvin, qui était effectivement le policier condamné donc pour le meurtre de George Floyd. Et tout à fait. Eh bien, ce procès a pu se mener de cette manière-là parce qu'il y avait Joe Biden et qui s'est donné les moyens d'avoir un vrai procès et sachant que les mêmes causes produisaient les mêmes effets. Si on avait laissé se mener dans le même système, on aurait peut-être eu un des résultats très infamants. Donc, merci. Je crois que cet aspect est important. Merci Marie-Roger Biloa, merci d'avoir été avec nous dans Une semaine dans le monde. Dans un instant, ce sera Laure Simoes qui nous rejoindra. Ziad Limam, Johnson avait été un habile manœuvrier au Sénat, c'est ce qui explique qu'il avait pu effectivement faire passer un certain nombre de lois. Est-ce que Joe Biden y arrivera? Est-ce qu'il finalement, l'homme qui voulait faire oublier Trump va même faire oublier Obama? Attendons, les 100 premiers jours étaient assez efficaces. Moi, j'étais pas fondamentalement attaché à l'histoire de Sleepy Joe parce que c'est un homme. C'est vrai qu'il a de l'âge, ça se sent d'ailleurs dans le discours. Ça manque un peu de tonus, de showmanship. Mais bon, en même temps, on fait pas que de la politique avec du show. Je pense que c'est quelqu'un qui a des idées très précises sur ce qu'il va essayer de faire, et je pense que comme souvent aux États-Unis, c'est le balancier gauche-droite, et souvent le balancier va très loin à droite, puis très loin à gauche, entre guillemets. Il n'y a pas cette espèce de centre, etc. Donc, Marie-Roger a raison, il y a les questions raciales. Je pense qu'il y a les questions sociales. Une grande partie du discours, il parle d'un Family Act, il parle de choses absolument révolutionnaires aux États-Unis, comme financer les gardes d'enfants. Financer les gardes d'enfants, enfin, c'est la révolution absolue. Les autres sont debout, c'est le socialisme, c'est la dictature, c'est Staline. Il y a quelqu'un qui a dit c'est Staline. Donc, on voit bien qu'il y a la question de la classe moyenne et des pauvres Américains va être aussi au centre de Biden. Et le troisième point, il l'a dit 3 ou 4 fois dans le discours, c'est la Chine. C'est clair, c'est officiel. Le concurrent des États-Unis pour les décennies à venir, c'est la Chine. Et America will be back again, en particulier dans sa compétition vis-à-vis de la Chine. Modernisation, etc. Une réponse, Jean-Christophe Ploquin, à finalement l'alliance des très riches et de la classe ouvrière blanche qu'avait trouvé Donald Trump. Il remet la question sociale au centre, mais il garde aussi ce ton offensif vis-à-vis de la Chine. Joe Biden, il y a à la fois de la rupture et de la continuité. Oui, absolument. Et je pense qu'au-delà de Joe Biden, il y a derrière toute une réflexion qui a été menée pendant 4 ans, pendant les 4 années Trump. Il y a une analyse qui a été faite par des universitaires américains, par le Parti démocrate aussi, qui s'est demandé pourquoi le phénomène Biden avait pu surgir. Et avec cette alliance que le phénomène Trump. Voilà, de Trump, oui, c'est ça. Pourquoi le phénomène Trump avait pu surgir. Et donc, il y a vraiment, je pense que Biden s'accroche à toute cette réflexion qui vise à dire, finalement, autant dans le mandat d'Obama que vous aviez mentionné, les doubles mandats d'Obama, on n'a pas été assez loin, on n'a pas été assez fort, on n'a pas été assez audacieux dans des réformes sociales et dans l'affirmation de nos principes qui étaient de croire que l'État fédéral doit jouer un rôle de régulation, qu'il faut effectivement taxer les riches. Donc, on assiste effectivement à un changement profond de doctrine de politique économique qui n'est pas porté que par Biden, mais par une grande partie du Parti démocrate derrière. Et on sait qu'il y a une aile gauche du Parti démocrate qui finalement a beaucoup pesé dans la fabrique du programme économique de Joe Biden. Merci Jean-Christophe Ploquin. Laure Simoes de Cartooning for Peace est avec nous à présent. Laure, qu'ont pensé les dessinateurs de presse de cette actualité de la semaine?
Eh ben, on repart sur le front indien avec un premier dessin du dessinateur Martin Woltering, dessinateur des Pays-Bas. Terrible dessin parce qu'il est inspiré par les tout autant terribles images qui ont circulé tous ces jours-ci sur ces bûchers à ciel ouvert, faute de place dans les crématoriums. On l'a dit, c'est déjà plus de 200 000 décès déclarés en Inde. On imagine donc que la réalité est bien, bien pire que ça. Cet autre dessin aussi qui nous vient des Pays-Bas du dessinateur Tjeerd Royaerts qui était à la une du Monde hier, très réussi parce qu'il réunit à la fois le problème, on en a parlé, de la grande précarité du système de santé indien d'une part et puis la surpopulation de l'Inde par ailleurs. Et la trouvaille de ce dessin, c'est de convoquer ce cliché du train bondé indien qui fonce, on le voit dans un tunnel trop étroit. On parlait de la santé élitiste, et ben on voit que là, la santé n'est pas pour tous en Inde. Et puis on parlait aussi du vaccin mondial, un très beau dessin du dessinateur cubain Falco qui fait une belle synthèse graphique. Il n'y a que le vaccin mondial comme nouvel axe de rotation possible de cette terre malade. Il est très très beau. Et puis pour terminer, là-dessus, et essayer de prendre un petit peu de hauteur, un dessin de Kroll, dessinateur belge qu'on ne présente plus, pour le soir, à l'approche d'un déconfinement progressif et que l'on espère définitif. Ben voilà, le procédé du télescopage de 2 actus, tout le monde aura compris la référence. En mai, ce sera 4 en terrasse. Pesquet, c'est à tourner, dit l'un. Qu'est-ce que vous prenez? Il dit, répond Thomas Pesquet. C'est sûr qu'en ce moment, c'est sans doute plus facile de boire un verre en terrasse là-haut que sur Terre. Rendez-vous en mai, donc. On part maintenant au Tchad avec ce dessin de Damien Glé du Burkina Faso. Le processus démocratique tchadien, on le voit, et c'est à craindre, passera par les armes comme le pointe la flèche. C'est sûr qu'il est rare que les conseils militaires de transition soient des exemples de démocratie. Puis cet autre dessin qui nous vient du Bénin, du dessinateur Tonakpa, le soutien de Macron au fils du président défunt, on le voit dans ce dessin, passe assez mal auprès de la société civile tchadienne, au nom de cette prétendue stabilité dans la région. Je lis le dessin. Tchad, la France valide la succession non constitutionnelle de Déby. Sniff, sniff, mon papa est mort. Et on a Macron qui dit « Ne pleure pas mon petit, la France va te renforcer en vitamines », ça veut tout dire. Et puis, un dernier dessin de Lacerpe, dessinateur français. Le Tchad est certes le plus grand contributeur du G5 Sahel qui lutte contre le terrorisme, mais à la fin, c'est toujours les civils qui trinquent. Merci à Lacerpe de nous le rappeler. Attentats et tueries se multiplient au Sahel. À défaut du terrorisme, c'est le désert qui recule. Et puis, sur une touche un petit peu plus positive et sur le front américain, un dessin de Rodriguez, dessinateur du Mexique. En 100 jours, on voit ce Biden qui a fait presque place nette et qui a, on l'a dit, surpris son monde. De Sleepy Joe, maintenant on l'appelle Speedy Joe, certains journalistes s'en amusent. Il nous ferait presque oublier, on le voit là en balayant et en passant de l'eau de Javel, l'épisode Trump. J'ai remarqué aussi que on a du mal à parler du mandat Trump. Tout le monde parle de l'épisode Trump comme si c'était une sorte d'anomalie. Cet autre dessin de Herman, dessinateur suisse pour la Tribune de Genève. Très drôle, les 100 jours de Biden. Il a déjà réduit de 5000% les émissions de tweets. J'aime beaucoup ces scènes domestiques, parce que Herman en a la coutume. Il imagine souvent les réactions des gens devant leur poste de télé. Et puis, il y a toujours ces petits détails dans le dessin. On sent que le printemps arrive avec les petites fleurs sur la table, les bûches décoratives dans la cheminée qu'on n'a plus besoin d'allumer, le petit corsage sans manches de madame. Et puis, toujours pour terminer, un Kroll pour la route, ça fait toujours du bien. Dessinateur belge pour le soir, on l'a vu tout à l'heure. Qui lui imagine non pas les Américains, mais d'autres individus en train de voir le discours de Biden à la télé. Biden 100 jours. Alors c'était quand même plus cool avec notre ami Donald, dit Trump, franchement. Pauvre Mélania derrière, je ne sais pas si vous voyez sa tête. Enfin, en tout cas, je ne vais pas dire qui est qui dans cette sacrée brochette qu'on aimerait plus voir en dessin qu'en vrai.
Merci beaucoup, Laure Simoes. C'est la fin d'une semaine dans le monde. Merci également à Jean-Christophe Ploquin. Marie-Roger Billois était avec nous, ainsi que Ziad Limam à mes côtés. Restez avec nous. Prochain journal dans 7 minutes sur France 24.